En 2025, un os humain solitaire, découvert à 30 mètres de profondeur dans le permafrost sibérien, contenait un ADN si parfaitement conservé qu'il a complètement bouleversé le récit établi concernant le moment et les méthodes. De l'arrivée de nos ancêtres aux frontières les plus éloignées de la planète. La datation au radiocarbone a estimé son âge à près de 19 000 ans, présentant des niveaux de contamination d'une faiblesse sans précédent. Cette séquence génétique contraint les historiens à tout réexaminer, à commencer par la colonisation des Amériques et s'étendant aux réalités des anciens schémas migratoires. Bien que les découvertes corroborent certaines suspicions de longue date, leur pleine signification commence tout juste à émerger. Qu'a précisément révélé ce matériel génétique jusqu'alors inconnu, situé à 30 mètres sous la croûte glacée des montagnes de l'Altaï? La Terre garde silencieusement ses mystères. Au printemps 2025, un petit contingent d'archéologues russes a atteint une formation géologique isolée, guidée par des coordonnées méticuleusement notées dans des journaux de terrain sur plusieurs décennies. Mais jamais minutieusement explorée. L'atmosphère était raréfiée. Les températures montaient rarement au-dessus de zéro et le seul son audible provenait de l'effort délibéré. Ya systématique pour retirer les couches de glace et de sédiments accumulés au fil des siècles. Le site de fouille lui-même constituait une chambre, hermétiquement scellée par le permafrost et restée intacte depuis la fin de la dernière période glaciaire. Chaque strate de sol excavé a révélé de nouvelles preuves. Celles-ci comprenaient des os d'animaux, des fragments de pierre et finalement un fémur humain solitaire enchâssé dans une matrice de gel cristalline. L'équipe travaillait par rotation, faisant preuve d'une extrême prudence pour éviter que leur chaleur corporelle ou leurs exhalaisons ne compromettent l'équilibre délicat. Même les instruments étaient choisis pour assurer une perturbation minimale. Des ciseaux stérilisés, des gants remplacés toutes les heures et des échantillons immédiatement scellés dans des conteneurs stériles. L'Adré Elena Guzarova, réputée pour sa méthodologie scrupuleuse lors de la manipulation d'artefacts anciens, a dirigé l'évaluation préliminaire. Elle a observé l'état impeccable de la sépulture. Absence de terrières de rongeurs, aucune indication d'infiltration d'eau et aucune preuve d'interférence antérieure. La profondeur considérable de la chambre et le seau intact de la glace ont garanti que son contenu avait été protégé de l'environnement extérieur. Pendant des milliers d'années, les investigations géologiques ont corroboré l'ancienneté et l'intégrité structurelle de la chambre. Le permafrost s'étendait continuellement sur plus de 30 mètres, ses strates les plus profondes datant de près de 19 000 ans. Lors du retrait de l'os de son emplacement d'origine, chaque détail a été méticuleusement enregistré. Coordonnées GPS, emplacement stratigraphique et température ambiante. Les journaux de terrain de l'équipe ont documenté cet événement comme une conjonction rare de circonstances idéales, un site de sépulture non perturbé par l'activité humaine ou la présence animale. Conservé dans un environnement suffisamment froid pour arrêter la décomposition et protéger la matière organique de toute impureté, au moment où le spécimen était prêt pour le transport. Son importance était déjà évidente pour les personnes présentes. Cela représentait plus qu'un simple autre artefact de l'ère glaciaire, étant donné son environnement intact. De plus, les conditions de congélation naturelle profonde à l'intérieur de la chambre offraient le potentiel d'un ADN si impeccablement conservé qu'il pourrait révéler des récits oubliés par le temps, et potentiellement remettre en question les connaissances fondamentales que nous possédions concernant le passé ancien dans les limites du laboratoire. La progression des restes squelettiques est passée à une étape ultérieure. L'Adré Elena Guzareva et ses collègues opéraient dans un environnement à température contrôlée, stérile où toutes les surfaces et tous les outils étaient stérilisés, et l'accès était strictement limité. Avant de commencer tout examen, la couche externe du fémur subissait une abrasion méticuleuse à l'aide d'UV. D'instruments désinfectés pour éliminer les impuretés potentielles, seul le tissu interne compact était choisi pour le processus d'extraction d'ADN. Une technique démontrée pour optimiser le rendement en ADN natif tout en réduisant la contamination contemporaine. Le groupe a utilisé une méthodologie de capture dépendante de la silice. Affinée pour récupérer même les segments les plus minuscules et fortement détériorés, caractéristiques des spécimens archaïques. Chaque phase était surveillée à l'aide d'échantillons de contrôle d'extraction, ainsi que des échantillons de contrôle de bibliothèque, qui sont restés dépourvus d'ADN tout au long du processus, vérifiant ainsi qu'aucune substance contemporaine n'avait infiltré la procédure. Par la suite, l'ADN isolé a été transformé en bibliothèque de séquençage, en utilisant des méthodologies simple brin. Celle-ci s'avère particulièrement efficace pour les spécimens anciens, caractérisés par des molécules fortement fragmentées dans toute leur composition. Le groupe a maintenu un flux opérationnel unidirectionnel. Après qu'un spécimen ait quitté la zone pré-PCR, il n'était jamais ramené. Éliminant ainsi le risque de contamination croisée provenant de l'ADN amplifié, le processus de séquençage a généré une collection de données.
Avec une profondeur de couverture moyenne de 30x, une référence rarement atteinte dans le domaine de la génomique ancienne. Cela impliquait que presque chaque locus du génome a été examiné de nombreuses fois, permettant aux chercheurs de différencier les véritables variations anciennes des inexactitudes introduites pendant le séquençage. Les évaluations de véracité se sont concentrées sur des indicateurs distinctifs de dégradation de l'ADN, y compris la désamination de la cytosine observée aux extrémités des fragments, ainsi qu'une distribution de taille des fragments qui atteignait son apogée près de 60 paires de bases. Ces marqueurs spécifiques correspondaient aux prédictions pour l'ADN. Conservés dans le pergélisol pendant environ 19 millénaires, les évaluations de contamination ont été calculées pour l'ADN mitochondrial. De plus, les séquences consensus d'ADN mitochondrial et nucléaire ont montré moins de 0,2% de variation, tandis que l'examen du chromosome X chez ce sujet féminin n'a révélé aucune hétérozygosie excédentaire, ce qui signifie que la contamination par l'ADN contemporain était minimale. La datation radiométrique des sédiments environnants a confirmé un âge de 18-900 ans, à plus ou moins 200 ans près, ce qui est cohérent avec les projections de l'horloge génétique, obtenues à partir de l'ADN lui-même. Le résultat fut un génome d'une clarté inégalée compte tenu de son âge et des circonstances. Chaque étape, de la récupération sur le terrain au séquençage, a respecté des procédures perfectionnées au cours de décennies de recherche sur l'ADN ancien. Les informations étaient maintenant prêtes pour la phase suivante, une comparaison avec d'autres génomes anciens, et la quête de motifs récurrents, qui pourraient remettre en question les paradigmes établis du mouvement et de la lignée humaine à travers divers continents et périodes historiques. Cette nouvelle preuve ADN repousse les limites de l'histoire conventionnelle dans les Amériques, les séquences génétiques provenant de vestiges anciens, étendent désormais l'habitation humaine la plus ancienne d'au moins 6000 ans. Le modèle Clovis First, précédemment dominant, qui situait les premiers Américains il y a environ 13 000 ans, n'est plus valide. Au lieu de cela, les informations indiquent un mouvement migratoire remontant à 19 000 ans, se déroulant le long d'une route côtière du Pacifique. Cette voie, longtemps discutée mais jamais étayée, est actuellement corroborée par une lignée génétique ininterrompue s'étendant de la Béringie jusqu'à la pointe la plus méridionale de l'Amérique du Sud, un voyage de près de 20 000 km. Ailleurs, le récit englobe à la fois des perturbations significatives et une persistance remarquable. Dans le cône sud de l'Amérique du Sud, les génomes récupérés à partir de restes squelettiques anciens révèlent une population qui est restée génétiquement stable pendant 800-500 ans, même si de grandes parties du monde ont connu des vagues successives de migration et de substitution. Ces sociétés ont perduré pendant des millénaires avec un impact externe minimal. Leur ADN constitue un registre historique unique, validant une hypothèse selon laquelle les changements culturels dans la région ne signifiaient pas invariablement l'arrivée de nouvelles populations. En Grande-Bretagne, les preuves remettent en question un autre récit établi de longue date. Un examen des squelettes de l'âge du bronze indique qu'environ 5000 ans auparavant, des groupes migratoires de la steppe eurasienne sont arrivés et ont supplanté jusqu'à 90% des anciens habitants de l'île. Cela ne représentait pas une lente intégration, mais plutôt un changement démographique complet, discernable dans les génomes humains et animaux, y compris ceux des moutons. Le bétail et même les plantes cultivées portent des marqueurs génétiques de ce mouvement, liant le destin des animaux de ferme à la prospérité de leurs éleveurs. Cette preuve non seulement réfute les théories précédentes, mais valide également des suspicions de longue date. Le mouvement le long de la côte vers les Amériques, la stabilité durable du cône sud et l'ampleur des déplacements de population liés aux steppes en Europe sont désormais tous encodés dans le génome, nécessitant une réévaluation complète de la manière dont les sociétés se développent, persistant et disparaissent occasionnellement. Au sein des communautés scientifiques, ces récentes découvertes d'ADN ont suscité d'importantes discussions et une auto-analyse. David Reich, dont les contributions ont été essentielles pour faire de l'ADN ancien un élément fondamental de l'enquête historique, a qualifié ces découvertes de moments charnières dans notre compréhension des mouvements de population humaine. Pour Reich et ceux qui le soutiennent, l'information est sans ambiguïté. Les chronologies génétiques devraient désormais supplanter les interprétations archéologiques spéculatives. Les données génomiques, affirme-t-il, imposant une réévaluation non seulement de périodes spécifiques, mais aussi des questions fondamentales que les historiens se posent concernant les identités, le calendrier et les méthodes des migrations passées. Cependant, tous ne sont pas convaincus. La Dre Linda Petre, méthodologiste éminente en ADN ancien, conseille la prudence, soulignant les difficultés persistantes posées par la contamination, les contraintes des spécimens incomplets et le danger de tirer des conclusions excessives de données issues d'un petit nombre de sujets. L'ADN ancien a le potentiel d'éclairer les époques révolues, affirme-t-elle, mais il peut aussi nous égarer si nous ignorons les ambiguïtés inhérentes à l'information.
Petre et ses associés soulignent la nécessité de protocoles rigoureux tels que la directive Isaac Dual Indexing, qui exige que chaque banque d'ADN soit marquée de 2 codes barres distincts pour éviter la confusion des échantillons. De plus, de nouvelles procédures, comme la récupération directe d'ADN à partir de dépôts de grottes, offrent la perspective d'élargir la quête de génomes anciens, mais présentent simultanément de nouvelles complexités concernant leur origine et leur authenticité. Malgré les progrès de la discipline, des énigmes fondamentales persistent. La séquence génétique dénisovienne, originaire de la région de l'Altaï, suggère l'existence d'une quatrième lignée ancestrale, un groupe ancien qui a influencé à la fois les Néandertaliens